Quand j'essaie de mettre dans la balance le nombre de vies qu'on a peut-être sauvées avec le nombre de vies qu'on a probablement gâchées, ça me fait un petit peu peur. Le Covid ne touche quasiment pas les enfants. L'urgence pédagogique, c'est celle de remettre l'école dans le paysage de chaque famille. Nos existences ont été réduites à leur dimension biologique. Opposer santé et économie est un non-sens absolu. Les dégâts du lockdown vont devenir plus importants que les bénéfices. Il faudra voir dans quelle mesure le prix à payer n'est pas plus lourd que celui du confinement. Par rapport à l'angoisse, c'est important d'avoir une information qui n'est pas contradictoire. C'est toute la difficulté qu'il y a avec le déconfinement. Beaucoup plus angoissant que le confinement. Le confinement, à la limite, avait quelque chose de très rassurant. Tout le monde aux abris, il y a quelque chose qui se passe. Le déconfinement, allez, on sort et maintenant on va voir ce qui se passe dehors. Et on sort un peu à l'aveugle. Et donc là, effectivement, les chiffres sont terriblement dangereux. Je vois des chiffres rassurants et je vois, il suffit d'ouvrir un réseau social, des gens qui essayent de démontrer que ces chiffres rassurants en réalité ne le sont pas, pour s'autoriser un repli massif, au cas où l'angoisse elle rattrapera un certain nombre d'entre nous qui vont juger téméraires ceux qui se remettent en mouvement, alors que le vivre ensemble devrait se remettre en place positivement. Si on n'était pas dans une logique de pandémie, on sort d'un confinement, c'est une grande fête. Ici, c'est pas du tout comme ça. Parce que vous avez ceux qui osent sortir, ceux qui regardent de travers ceux qui osent sortir, et ceux qui en sortant regardent de travers ceux qui restent aux abris. On n'est pas destiné à vivre confiné. L'être humain n'est pas fait pour cela. Il est fait effectivement pour vivre. Notre existence comprend toute une série de dimensions et nous avons été réduits à une dimension de notre vie qui est une dimension biologique. Un médecin disait nous avons cessé d'exister pour rester en vie. Cette réduction biologique, elle peut intervenir dans certains cas d'urgence, mais la question est vraiment de savoir combien de temps cela peut durer, combien de temps on peut supporter comme être humain d'être réduit à une vie qu'il faut sauver et qui pour cela est enfermé. On s'est retrouvé confiné pour sauver nos vies, pour sauver la vie d'autres, et c'est vraiment important. Dans la suite, on va aussi prendre toute une série de mesures qui limitent les dimensions de notre existence. Ça a vraiment été loin. On a banni le toucher entre personnes ne vivant pas sous le même toit. On a été très loin aussi dans le fait de ne plus pouvoir accompagner les mourants, leur tenir la main, en tout cas en dehors du personnel soignant. Si on observe le développement psychomoteur ou le développement psychoaffectif d'un enfant, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou en termes de langage, d'un nourrisson, il se passe énormément de choses. Donc, on ne peut pas se dire qu'on a 6 mois devant soi pour réfléchir. Il faut avancer, il faut libérer, entre guillemets, l'accès des enfants à leurs petits copains, aux jeux, à la pédagogie, à l'enseignement. On sait que ces conditions de confinement, le repli sur elles-mêmes des familles, des difficultés financières, des craintes de licenciement, tout ça crée un climat de tension dont on sait qu'il est défavorable aux relations avec l'enfant et qu'il est par contre tout à fait favorable aux phénomènes de maltraitance et aux phénomènes de négligence. On a tout concentré sur cette maladie. Pendant la même période, on n'a plus prêté attention aux autres pathologies responsables d'une même morbidité et d'une même mortalité. Pendant plusieurs semaines, on n'a plus vu un certain nombre de pathologies, que ce soit des gros infarctus, que ce soit des péritonites, que ce soit des accidents vasculaires cérébraux. Tous ces gens n'ont pas été soignés adéquatement et donc on va rajouter une mortalité à une surmortalité causée par le Covid. Alors on voit que dans les pays où le confinement a été moins important, où le déconfinement plus rapide, ils ont également une courbe de surmortalité, mais qui n'est pas excessive par rapport à la nôtre ou celle des pays voisins. Par contre, ce qu'on observe, surtout en Scandinavie, c'est que l'immunité dans la population est bien plus élevée que la nôtre. Or, un des objectifs, c'est d'atteindre au moins 50-60% de la population qui soit immunisée, de manière à prévenir d'une seconde, voire d'une troisième vague. Et donc dans ce cadre-ci, on ne comprend pas pourquoi
on n'a pas déconfiné très rapidement dans la population jeune, dont on sait qu'elle n'est pas à risque de décès important, voire quasiment nul. On est incapable d'estimer correctement le nombre de vies qu'on a épargnées, et on verra surtout le nombre de vies qu'on va perdre avec ce confinement. On estime à la grosse louche aujourd'hui que la crise du coronavirus va coûter quelques 10% du PIB. En Belgique, le PIB, c'est près de 500 milliards. Donc on va perdre 50 milliards. Dans ces 50 milliards, si on considère qu'on dépense une dizaine de pourcents pour les soins de santé, eh bien ces 10% de 50 milliards, c'est donc 5 milliards qui sont évanouis du fait du coût économique du confinement. C'est une somme astronomique. Avec cet argent, on aurait pu en faire de belles choses sur le plan de la santé publique. Quand on se pose la question quelles sont les conséquences d'une certaine mesure, qu'on va regarder tout le spectre, donc pas uniquement quelles sont les conséquences sur le virus, mais aussi quelles sont les conséquences sur le chômage, sur la santé mentale, sur les crises cardiaques, sur le cancer. Donc on doit vraiment regarder la totalité de ce qui est en jeu. Il y a des exemples des gens qui avaient une crise cardiaque, qui n'osaient pas contacter le secteur de soins de santé, qui ont décédé chez eux parce qu'ils avaient peur de ce fameux virus. En ce qui concerne la santé mentale, on s'attend à une deuxième vague parce que comme il y aura plus de chômage, comme il y aura plus de pauvreté, comme il y a des pertes financières chez pas mal de gens, ça va avoir des conséquences négatives sur notre santé mentale. Au début de l'arrivée du coronavirus, on a vu un nombre vraiment impressionnant de patients qui arrivaient à l'hôpital et aux soins intensifs. Et moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est l'importance des moyens qu'on a mis dans la lutte contre le coronavirus par rapport à plein d'autres pathologies qui peuvent nous toucher chaque année, qui peuvent nous toucher au quotidien et pour lesquelles, finalement, on fait beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de morts du tabac que du coronavirus et tout le monde continue quand même à fumer. Donc je pense qu'à un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. On a fait face à une pandémie de coronavirus, c'est clair. Je pense qu'au tout début, le confinement, on ne savait pas ce qui allait se passer. Peut-être que c'était la moins mauvaise solution. Mais maintenant qu'on a un peu plus apprivoisé le problème, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et faire des choses raisonnables. Je ne dis pas que le coronavirus, c'est pas grave, je ne dis pas que le coronavirus ne fait pas beaucoup de décès, je dis que si on veut empêcher le coronavirus de circuler, il faut regarder ce que ça va coûter, pas seulement que coûter en termes d'argent, mais ce que ça va coûter en termes d'autres problèmes de santé, de difficultés d'accès aux soins, de pauvreté. Prendre des mesures dont on n'est pas sûr qu'elles vont aider les gens, mais dont on est sûr qu'elles vont en pénaliser d'autres, ça ne me paraît pas éthique en fait.